maintenant un mécanisme qui permet de régénérer l'ATP au sein de la mitochondrie. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle une chaîne d'électrons membranaires. Et cette chaîne d'électrons membranaires qu'on va voir, celle qu'on trouve dans la mitochondrie, qui est la chaîne respiratoire mitochondriale, ou CRM. CRM se situe exactement dans la membrane interne de la mitochondrie, qui est ici. Vous devez bien comprendre un petit peu les choses, bien rappeler les choses. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ATP ne quitte jamais la cellule n'assimile jamais d'ATP. Elle ne fait que le recycler. Tous les composés phosphorylés qu'on a vus précédemment qui permettent de régénérer l'ATP ne sont des composés qui ne sont jamais fabriqués, jamais assimilés, à l'exception de la créatine phosphate, mais sinon tous les autres ne sont jamais assimilés. Ils sont donc fabriqués au sein de la cellule à partir de ce qu'on assimile nous. Qu'est-ce qu'on assimile? Du glucose, des oses, des acides aminés, des acides gras. Et à partir de ces composants-là, on est capable de faire nos biosynthèses, oui, et aussi de régénérer l'ATP pour les fameuses biosynthèses. Parmi les composés des transformations qu'on a vues pour les oses, on a vu la fameuse glycolyse qui transforme justement le glucose. Et au cours de cette transformation, on a vu qu'elle fabriquait des composés phosphorylés à haut niveau, à haut potentiel de transfert, qui permettaient de régénérer l'ATP. Donc la glycolyse, en fait, est une voie qui dégrade le glucose et qui permet de régénérer l'ATP par la genèse de composés phosphorylés à haut niveau d'énergie. Ce qu'on a vu aussi, c'est que cette glycolyse, en fait, générait aussi du pouvoir réducteur, le fameux NADHH+, et qu'on n'a pas vu à quoi servait ce NADHH+. Jamais dans le cours, je ne vous ai dit que les biosynthèses pouvaient utiliser le pouvoir réducteur du NADHH+, comme source d'énergie. En fait, globalement, ce NADHH+, qui provient de l'oxydation d'une partie du glucose, ce pouvoir réducteur qu'on retrouve dans le NADHH+, et qui était initialement dans le glucose, ce pouvoir réducteur, eh bien, va servir tout simplement à régénérer l'ATP. Et ce pouvoir réducteur qui provient du glucose, donc on est bien d'accord que l'énergie initiale c'était le glucose. Ce pouvoir réducteur qui vient du glucose, qui va permettre de régénérer l'ATP, ceci va se faire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. On va donc voir un mécanisme là qui va utiliser le pouvoir réducteur du NADHH+, c'est-à-dire le pouvoir réducteur initial du glucose que vous avez assimilé en mangeant tout simplement. Ce pouvoir réducteur il se retrouve dans le NADHH+, et on va voir en fait que globalement il va servir à synthétiser de l'ATP. Alors justement c'est ça qu'on va voir. Comment ce pouvoir réducteur est capable de synthétiser de l'ATP. Pour ça, on va étudier une expérience tout à fait particulière où on travaille sur une solution de mitochondries. On ne prend que des mitochondries et on va les mettre dans un tube à essai et on va mesurer dans ce tube à essai le taux d'oxygène au cours du temps. À T0, on met les mitochondries et on suit le taux d'oxygène qui ne baisse quasiment pas. À un instant T, on ajoute de l'ADP et du NADHH+. On observe alors une diminution forte de l'oxygène. Puis ça stagne. On peut faire une deuxième expérience, l'expérience B, où cette fois-ci on ajoute de l'ADP et du succinate et on observe à nouveau une forte baisse d'oxygène et de la synthèse ATP. On va s'intéresser uniquement à la première expérience. Ce qu'on tire comme conclusion de la première expérience, on pourra aussi les tirer de la deuxième expérience. Si on simplifie un peu les choses, l'addition d'ADP sert tout simplement à régénérer l'ATP. Il faut donc mettre de l'ADP et du phosphate inorganique pour recréer l'ATP. Ce sont donc les substrats, si vous voulez, qui permettront de régénérer l'ATP. Alors quel est le paramètre variant entre la partie 1 et la partie 2? Vous allez dire le paramètre variant entre la 1 et la 2, c'est l'ajout de NADHH+. C'est ça qu'on a ajouté ici, du pouvoir réducteur. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a comme résultat une synthèse d'ATP, oui, mais surtout en même temps qu'on a une synthèse d'ATP, on a aussi une diminution du taux de 2. Alors comment interpréter ça? C'est assez difficile. Entre la partie 1 et la partie 2, on a synthèse ATP, mettons-le de côté. On a comme paramètre variant le NADHH+, qui a été ajouté. En même temps qu'on a du NADHH+, qui a été ajouté, on a une diminution du taux de 2. Ce qui veut donc dire que le fait d'ajouter du NADHH+, provoque une diminution de 2. Il faut interpréter ça maintenant. Le NADHH+, et là ça fait appel à vos connaissances, le NADHH+, est un puissant réducteur qui provient du pouvoir réducteur du glucose. Le 2, j'appelle appel à vos connaissances, est un puissant oxydant. Le fait que le 2 soit consommé ici, ceci peut être interprété comme une réaction d'oxydoréduction entre le NADHH+, et l'oxygène. Il y a donc eu ici une réaction d'oxydoréduction entre le NADHH+, et l'oxygène. Cette réaction d'oxydoréduction ici a permis la synthèse d'ATP.
Alors, récapitulons bien tout ceci. Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, il va y avoir une réaction d'oxydoréduction entre le NADH+ et l'O2. Cette réaction d'oxydoréduction permet alors tout simplement la synthèse d'ATP. On peut conclure exactement la même chose ici avec le succinate. Le succinate réagit avec l'O2 pour former tout simplement de l'ATP. Le succinate est une molécule organique, donc réductrice, qui provient tout simplement de la dégradation du glucose. Ainsi, au sein de cette membrane ici, une réaction d'oxydoréduction entre le NADH+ et l'O2 permet de régénérer l'ATP. Expliquons-le. Le NADH+ est un réducteur, l'O2 est un puissant oxydant. Le NADH réagit avec l'O2 et permet tout simplement, va donner donc par conséquent son oxydant associé, son réducteur associé. L'O2 donne H2O, le NADH+ donne AD+. Il y a entre ces deux couples un transfert d'électrons et de protons. 2 électrons et 2 protons. Pour que cette réaction puisse se faire, attention, elle ne marche que s'il y a de la mitochondrie, il faut donc par conséquent qu'il y ait la membrane de la mitochondrie. Donc la membrane de la mitochondrie permet tout simplement de transférer, permet une réaction d'oxydoréduction entre le NADH+ qui est ici et l'oxygène qui est ici. Et de cette réaction d'oxydoréduction, eh bien, on peut permettre une synthèse ATP. Soyons très clairs, ça c'est un mécanisme moléculaire qu'on n'a pas encore vu. Mais on peut déjà commencer à réfléchir en termes de transfert d'énergie. D'où vient l'énergie qui a permis de resynthétiser l'ATP? On ne peut pas imaginer une synthèse ATP sans apport d'énergie. D'où vient cette énergie? Cette énergie ne peut venir que d'un seul endroit, de cette réaction d'oxydoréduction, qui doit être exergonique. Cette réaction d'oxydoréduction est exergonique, elle va donc libérer de l'énergie, et cette énergie qui a été libérée permettra alors la synthèse ATP. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre l'interprétation de cette expérience. Une réaction d'oxydoréduction qui se produit au sein de la membrane, qui transfère des électrons du NADH+ vers l'O2. Cette réaction est grandement exergonique, elle permettra alors la synthèse d'ATP. Essayons de voir alors ce qui se passe exactement dans la membrane de la mitochondrie, et pour ça, il faut commencer par aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la membrane de la mitochondrie. Dans la membrane de la mitochondrie, il y a des protéines. Vous vous en doutiez, 80% de protéines, énormément de protéines. En fait, c'est même plus que des protéines, c'est des complexes protéiques. En fait, ce sont des complexes protéiques qui sont essentiellement des couples d'oxydoréduction. Tiens donc. Cette couple d'oxydoréduction, c'est tellement compliqué, complexe, qu'on les appelle des complexes. On les appelle le complexe 1, c'est un complexe de protéines associé avec du fer, etc. Et c'est un couple d'oxydoréduction. Ils sont capables de capter des électrons lorsqu'ils sont réduits, mais lorsqu'ils sont réduits, ils captent aussi des protons. Pour le complexe 2, c'est un deuxième complexe, et là aussi c'est un complexe de réduction avec du fer, du soufre, etc. Il va capter lui aussi des électrons lorsqu'il est réduit, mais il ne capte pas de protons. L'ubiquinone coenzyme Q, c'est un complexe, c'est une protéine, c'est un lipide, qui lui aussi pourrait être réduit. Et lorsqu'il est réduit, il capte électrons et protons. Le complexe 3, c'est pareil, troisième complexe, c'est un complexe d'oxydoréduction. Lorsqu'il capte des électrons, lorsqu'il est réduit, il capte aussi des protons. Le cytochrome C, c'est une protéine qui capte des électrons uniquement, des électrons et des protons, excusez-moi, lorsqu'il est réduit. Et le complexe 4, pareil, vous voyez 11 sous-unités, donc vous voyez un petit peu le monstre macromoléculaire, capte des électrons et capte des protons, tout simplement lorsqu'il est réduit. Et enfin, il y a un cinquième complexe qu'on verra plus tard, qui est nécessaire pour la synthèse d'ATP. Allons-y. Si on comprend un petit peu, on va s'intéresser uniquement à ces complexes-là, on va même laisser tomber, et je vous demanderai de me comprendre, de me faire confiance, on va s'intéresser uniquement au complexe 1, le complexe 3, le complexe 4 et à l'ubiquinone et au cytochrome C. On va s'intéresser à cela. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire justement dans la membrane. Pour ça, je vous propose une expérience assez originale. Cette expérience est la suivante. On peut suivre tout simplement dans la membrane mitochondriale, on peut savoir si le complexe qui nous intéresse est oxydé ou s'il est réduit. Pour ça, on peut le suivre par absorbance. S'il est réduit, dans ce cas-là, il a une plus faible absorbance que lorsqu'il est oxydé la plupart du temps. Ainsi, on peut suivre l'absorbance du complexe 3, l'absorbance du complexe 4, l'absorbance du complexe 1, et regarder en fonction de l'intensité de cette absorbance s'il est oxydé ou s'il est réduit. Alors voilà ce qui est fait. Bien, on prend du NADH+, et on l'ajoute tout simplement à la solution de mitochondrie, dans la membrane interne des mitochondries, et on suit l'absorbance des différents complexes qui ont chacune une longueur d'onde précise.
et on est capable de dire si le complexe est oxydé, réduit, etc. Et quand on met du NADH+, eh bien on se rend compte alors tout simplement que tous les complexes sont réduits. Ben, c'est bien normal, enfin ça paraît assez logique. Deuxième chose, deuxième expérience qu'on va faire, on va alors bloquer avec une molécule, l'antimycine en particulier, on peut bloquer un des complexes particuliers. On peut ici bloquer le complexe 3. Et si on bloque le complexe 3, ça veut dire qu'il n'est plus capable d'être réduit, d'être oxydé, ni quoi que ce soit, il ne peut plus rien faire, il est bloqué, il ne marche plus. C'est très intéressant de faire ça, parce que quand on fait ça, quand on bloque le complexe 3 et qu'on rajoute encore une fois dans la mitochondrie du NADH+, eh bien on se rend compte alors que, auparavant, tout était réduit. Ben, si on bloque le complexe 3, qu'on rajoute du NADH+, eh bien là, par contre, le complexe 1 est réduit, mais le complexe 4 n'est plus réduit, il est oxydé. L'ubiquinone est réduite, mais le cytochrome est oxydé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire tout simplement que si vous bloquez le complexe 3, le complexe 4 ne sera jamais réduit, alors que vous avez mis ici un réducteur. Donc ça veut dire que les électrons du NADH+, n'atteindront pas le complexe 4. Ce qui veut donc dire que globalement, c'est le complexe 3 qui va transmettre les électrons au complexe 4. C'est ce qu'on appelle une chaîne de transfert d'électrons. Ainsi, on peut savoir que les électrons partent du NADH+, on ne sait pas trop quel trajet ils font, par qui ils passent, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils partent du NADH+, ils passeront d'abord par le complexe 3 avant d'aller vers le complexe 4. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est ce qu'on appelle un transfert d'électrons, et ça se fait au sein d'une membrane, c'est ce qu'on appelle une chaîne de transfert d'électrons membranaire. Alors là, ici, je voulais montrer pour le complexe 3, mais on peut le faire évidemment pour tous les complexes. On peut le faire bien sûr pour l'ubiquinone et pour le cytochrome. Et ainsi, on regarde pour chaque complexe, quand on en bloque un, qui est réduit, qui est oxydé. Celui qui est réduit est forcément reçoit l'électron avant celui qui est bloqué. Celui qui est oxydé recevait forcément les électrons après celui qui était bloqué. Le complexe 1 et l'ubiquinone sont réduits, donc forcément, ils reçoivent les électrons avant le complexe 3. Le complexe 4 et le cytochrome C sont oxydés, donc ils n'ont pas reçu les électrons. Ça veut donc dire en gros qu'ils reçoivent les électrons après le complexe 3. Ce qui veut donc dire que globalement, la chaîne respiratoire mitochondriale est une chaîne de transfert d'électrons composée de plusieurs complexes. Elle est composée du complexe 1, du complexe 3 et du complexe 4 et de transporteurs qu'on appelle les transporteurs mobiles, l'ubiquinone et le cytochrome C. Le premier complexe, le complexe 1, qui peut être bloqué avec la roténone, reçoit alors les électrons du NADH+, pour devenir du NAD+. Il va alors les transmettre à l'ubiquinone, qui elle-même les transmettra au complexe 3, qui peut être bloqué par l'antimycine A. Enfin, le complexe 3, lorsqu'il marche évidemment, transmet les électrons au cytochrome C, qui les transmettra au complexe 4, qui les transmettra à l'oxygène, qui deviendra alors O2. On a bien ici une réaction d'oxydoréduction qui va se faire par un passage des électrons par différents complexes d'oxydoréduction. C'est ce qu'on appelle une chaîne de transfert d'électrons, une chaîne membranaire de transfert d'électrons. À quoi sert le complexe 2? Le complexe 2 est une deuxième chaîne de transfert d'électrons qui reçoit ces électrons non pas du NADH, H+, mais du succinate. Il reçoit les électrons du succinate, et il donne du fumarate. Et alors les électrons vont à l'ubiquinone, complexe 3, cytochrome C, et au complexe 4, puis à l'O2. Voici les réactions d'oxydoréduction qui se produisent au sein, au sein de la chaîne respiratoire mitochondriale. Ces réactions d'oxydoréduction libèrent suffisamment d'énergie pour permettre la synthèse d'ATP. On n'a pas encore vu comment. Si on fait le bilan, on a vu que la réaction d'oxydoréduction du NADH+ vers l'O2 se fait en transférant des électrons. Elle permet la synthèse d'ATP. Désormais, on sait que du NADH+, il va y avoir un transfert d'électrons via l'ubiquinone, le complexe 3 et le cytochrome C vers le complexe 4 jusqu'à l'O2. Ces trois complexes-là ne sont pas mobiles, mais ces deux-là sont mobiles et c'est eux qui vont permettre le transfert des électrons. Il y a une deuxième chaîne de transfert d'électrons qui part du succinate, qui passe par C2, C3, cytochrome C et C4. Voilà la chaîne respiratoire mitochondriale qui permet une réaction d'oxydoréduction qui permet tout simplement la synthèse d'ATP. On n'a pas encore vu comment.